Ce soir, nous recevons le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Sandra. Et le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Léon Richard Kassongo, à qui nous disons bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu, est avec nous. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, madame. L'auditeur militaire supérieur de l'Ituri, le colonel Makelele, il est magistrat. Il sera bientôt en Ituri. Nous disons bonsoir, mon colonel. Bonsoir, madame. Pourquoi la proclamation de l'état de siège? Le gouvernement estime-t-il, à vous, monsieur le ministre, le gouvernement estime-t-il que c'était vraiment l'ultime décision? Bien évidemment, vous savez, Madame Sandra, ça fait plus de 20 ans que nous tous, quand nous parlons de la partie est de notre pays, nous avons de larmes. Des hommes et des femmes décèdent, des moyens sont absorbés, nous avons perdu des troupes, nous avons perdu beaucoup de compatriotes, et Dieu seul sait quelles sont les opportunités que les pays a perdues par rapport aux moyens engagés pour mettre fin à cette lutte. Et aujourd'hui, dans le cadre du mandat du président Tshisekedi, la sécurité est la priorité numéro 1. Et donc, après la mise en place du gouvernement Sama Lukonde, le président de la République a estimé qu'il était bien, cette fois-ci, d'essayer une solution prévue par notre Constitution, mais qu'on n'a jamais essayé, l'état de siège. Pourquoi l'état de siège? Parce que nous sommes devant une situation exceptionnelle, qui requiert de mesures exceptionnelles. Vous avez vu des enfants dans la rue, vous avez vu des femmes être violées, vous avez vu tous les affres qui peuvent exister, nos populations l'ont vécu et ça ne pouvait plus continuer. Et c'est donc dans ce cadre que la première décision que le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a endossée, c'est cette décision de l'état de siège. Et vous avez vu que les populations l'ont plutôt bien accueilli parce que c'était une demande qui est venue de là. Et j'espère que dans la suite de cette émission, nous pourrons aller dans le détail pour expliquer pourquoi nous pensons que passer par ces régimes spéciaux, c'est la voie qui peut cette fois-ci nous conduire au retour de la paix dans cette partie de notre pays. Mon général, à vous, je pose la même question. Pourquoi l'état du siège maintenant? Vous savez, quand un pays comme le nôtre est secoué pendant plus d'une vingtaine d'années par autant de violence, les forces armées font leur travail, accomplissent leur mission constitutionnelle, mais au-delà du travail constitutionnel, au-delà du travail constitutionnel habituel, l'état de siège nous donne la latitude, voire l'obligation de absorber la violence et de créer un nouvel état d'esprit. Et ce nouvel état d'esprit, c'est la paix de cœur et d'esprit. Et donc, quand nous faisons désormais le travail qui nous est confié, qui nous est déterminé par l'état de siège, nous visons pas nécessairement d'écraser ceux qui sont à la base ou les auteurs de la violence, mais plutôt de les ramener à la compréhension citoyenne pour que la violence soit absorbée dans le respect évidemment des droits qui existent, notamment les droits de l'homme, des règles d'engagement, afin qu'on aboutisse à la paix et à la concorde nationale dans ces deux provinces. Le colonel Makelele, je vous pose la même question. Pourquoi l'état du siège maintenant, vous qui êtes auditeur militaire? Pourquoi maintenant? Je crois que c'était une nécessité, parce que l'état de siège procède de circonstances graves qui menacent les intérêts fondamentaux de la nation, et en l'occurrence l'indépendance, l'intégrité et autres attaques. Et là, il a été constaté qu'il y avait une répétition, il y avait un cycle récurrent de ces attaques, il y avait une hausse de la criminalité, et il fallait nécessairement prendre des mesures sévères, accompagnées par des mesures sur le plan judiciaire, et c'est pour ça qu'il y a nécessité de l'état de siège et des mesures d'accompagnement. Le colonel Pierrot Mwanamputu, votre avis? Je crois qu'il y a une semaine, j'ai eu à dire que lorsque les circonstances graves arrivaient à menacer l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté nationale,
en créant des zones de non-État. Il était du devoir et de prérogative du chef de l'État de mettre en mouvement les régimes de défense, qui étaient entre autres l'état de siège, pour restaurer l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale et la souveraineté. C'est dans le cas d'espèce que le président Haï a fait recours à ces régimes de défense pour essayer ou arriver à refaire l'intégrité territoriale et pourquoi pas la paix durable auprès des populations meurtries, et cela plus d'une vingtaine d'années. Pourquoi pas la paix durable? Voilà, l'état de siège, nous vous l'avions dit, a été justement a pris corps le 6 mai dernier et nous allons suivre tout à l'heure comment est-ce que les populations, que ce soit de Nord Kivu, de l'Ituri, même à Kinshasa, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette nouvelle de l'état du siège. Regardez. Nouvelle safi kabisa anapata decision mzuri sana parce que kule fujo inapita isi wanapatia wa baskari bafai kazi tunafurahi sana ile idée itapermettre kule tuwe vérité yenye napitikana kule kama ni civil na ntiago wa soda comme ça vérité itajulikana itafaa bien sana tunapokea nouvelle safi kabisa. Bon tusepedi kibeni fumu ukabaki di décision ina. Nous félicitons notre président Béton Fachi qui a pris cette belle initiative. Mon impression était de soulagement total parce que nous avons perdu plus de, je ne saurais pas estimer, peut-être plus de 5 millions de Congolais. Alors cette décision est salutaire pour tout le peuple congolais et nous l'appuyons totalement. Nous invoquons notre Dieu afin que sa mission réussisse pour sauver la vie au peuple congolais. Voilà ma FARDC babunda kuna longoni à coup de chapeau mais l'état congolais est banza na pona bango na ba famille na bango biso to liaka ba madesu na ba makayabu ya ba soda oyo mobutu banda ko pesa ba soda na ezaki ba soda o bandoke ko muye ba mayo na bango na ba front alors bango ba lokwa ba ndimi batosa na likanisia mokonza mboka ba réaliser rêve na biso ba congolais que est na biso ezala en paix alors l'état est canissé la bango dans longoni na pona bino je vous jette des fleurs. Nous sommes au rond-point Rutshuru, en plein espace Birere, dans la ville de Goma. Des sources sûres et concordantes nous apprennent que Birere est le géniteur du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Birere, c'est aussi l'épicentre des activités commerciales, de l'import à l'export, les petits détails, en passant par les commerces à la sauvette et à la criée, tout y est. L'ambiance est au rendez-vous quotidien. Si Birere s'arrête aujourd'hui, c'est toute la ville de Goma qui dort. Mais au-delà de la débrouillardise, l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la nomination des gouverneurs militaires à la tête de cette province s'invite au débat de la population locale longtemps meurtrie par les atrocités de tout genre. La population du Nord Kivu, de Goma, chef-lieu de la province, et particulièrement les jeunes, nous avons accueilli avec satisfaction cette mesure d'état de siège, y compris les grands pouvoirs qu'il donne au tout nouveau gouverneur. Nous pensons que c'est une mesure salvatrice qui va nous aider à mettre fin à cette aventure qui a trop duré. J'appuie la décision du président de la République. Je suis très content de la présence d'un gouverneur militaire au sein de la province de Nord Kivu. Je suis très content parce qu'on a suivi hier le discours où là, il a fait. Là-bas, l'arrivée, on est très content avec ça. Sur le plan social, deux faits attirent l'attention de toute personne qui passe par Birere. La moto s'impose comme moyen de transport en commun par excellence, créant parfois des embouteillages dans la ville de Goma. Une ville estimée à plus de 1 million d'habitants. À cela s'ajoute les Tchukudu, l'autre moyen de transport, avec une particularité, les transports de marchandises. Pour la gouverne des uns et des autres, Tchukudu vient du nom donné à l'aîné des jumeaux, une œuvre d'esprit dont l'inspiration produit aujourd'hui ses effets collatéraux sur le plan social de la population locale. L'état de siège décrété
Mais sur place, que devient la population? Que devient l'administration? Comment est-ce que la vie va se présenter actuellement qu'il y a l'état de siège, Monsieur le ministre? Non, je dois dire d'abord que l'état de siège est une situation temporaire, parce que c'est limité dans le temps, 30 jours, il y a des possibilités de renouvellement. Exactement. Parce qu'on a estimé, et les colonels l'ont dit tout à l'heure, que l'intégrité territoriale était menacée et que nous étions en droit de le protéger. Et donc, les populations dans les zones où l'état de siège a été décrété sont les premières populations qui sont victimes justement de cette barbarie, qui sont victimes de ces bandits qui terrorisent et qui forcent la population à se retrancher. Et donc, lorsque l'état de siège arrive, on donne l'administration à l'armée. Parce que pourquoi l'armée? Parce que l'armée, c'est le corps d'élite. Dans tout le pays du monde, les meilleurs se trouvent dans l'armée. Lorsque les civils n'arrivent pas à donner des résultats, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, on crée un état d'exception qu'on confie à des militaires qui sont outillés pour utiliser de moyens supplémentaires, en dehors de moyens qui existent pour combattre l'ennemi ou pour mettre fin aux menaces. Que devient la population? La population devrait être plus rassurée. Il y a des inquiétudes au départ, on dit c'est des militaires, mais elle devrait être plus rassurée parce que la présence de militaires, déjà elle-même, est dissuasive. Vous pouvez blaguer avec nous les politiques à un moment donné, mais lorsque le militaire vient, ça signifie qu'il y a la gravité. Et donc, la population, aujourd'hui, il y a un temps d'adaptation. Le gouverneur est arrivé, je crois avoir vu qu'ils étaient dans des discussions. Le ministre, le gouverneur de province, son vice-gouverneur, son gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale sont mis de côté, même si ils continueront à être payés. Le nouveau gouverneur qui vient, avec son équipe réduite de 5 personnes suivant l'ordonnance, va travailler et s'appuyer sur les divisions qui existent dans nos provinces. Ce n'est pas les militaires qui vont devenir les agents administratifs, mais ce sont les militaires qui auront la direction de la province. Je précise que c'est une situation temporaire parce que les circonstances l'édictent. Et c'est pour ça qu'il est recommandé aux populations d'être le premier à soutenir le militaire. Et à les accompagner dans cette tâche. Parce qu'aucune armée au monde ne peut réussir une guerre, surtout la nôtre qui est asymétrique, sans que la population ne s'implique d'elle-même. Je crois que l'émission que nous faisons ce soir, elle est destinée aussi à nos populations qui sont là-bas, pour savoir que nous, qui sommes à Kinshasa, nous sommes solidaires de vous et nous nous rangeons derrière notre armée pour être sûrs que cette décision sur l'état de siège et les déploiements de la stratégie que notre armée a prévue portent des résultats et très vite. Justement, je reviens au général Léon Richard Kasonga, la stratégie de l'armée. Mais quel sera le comportement de l'armée sur place? Est-ce qu'ils vont continuer, les opérations vont continuer telles que d'habitude? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que d'abord les opérations vont s'intensifier. Elles vont se poursuivre en s'intensifiant. Les deux, en cette période exceptionnelle d'état de siège, les militaires seront astreints à une discipline beaucoup plus rigoureuse que par le passé, en termes de respect des droits de l'homme, respect du droit international humanitaire, mais surtout respect des règles d'engagement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand les militaires sont engagés sur le théâtre, en train de se battre pour établir l'autorité de l'État et restaurer la paix, ils vont se battre. En se battant, un cas type, ils arrêtent 15, 20 assaillants ou adversaires. Il ne faut pas appeler ennemis s'ils ne sont pas des étrangers. On les appréhende. Mais ces gens, ils ont peut-être besoin de soins médicaux parce qu'étant blessés. Ils ont peut-être besoin de l'alimentation, de la nourriture, parce qu'ils ont faim. Ils ont besoin de l'eau à boire. Ils doivent être traités de manière humaine. Et ce sera le travail de l'armée. Et c'est le travail qui va se faire parce qu'au sein de l'armée, il existe des unités médicales, notamment les unités médicales d'intervention rapide, qui accompagnent les unités qui font le combat, de la même manière que la justice opérationnelle va accompagner les unités qui se battent sur les théâtres, de manière que s'il y a une bêtise, s'il y a une omission ou une action qui va dans le sens contraire des règles, la justice militaire agisse immédiatement sur les théâtres de manière à ramener les hommes
à l'ABC du métier, les hommes au respect des règles, qui les mettent dans des conditions exceptionnelles pour se battre. Voilà, c'est en cela que va résider la différence. Les opérations continuent parce qu'on les mène depuis plusieurs années, mais en ce moment précis, elles sont destinées à inhiber la violence, créer les conditions de retour de la paix, pousser les gens à la coexistence et surtout amener la paix des cœurs. Et donc, plus de respect des libertés, parce que la loi portant mesure d'application de l'état de siège énumère. Pendant cette période, il y a quand même, les gens ont droit à la vie, ils ont droit à la propriété, ils ont droit à la libre expression, à l'adhésion à des confessions religieuses, par exemple. Ils vont le faire, mais dans le respect des normes et des lois de la République, parce que si ces libertés-là vont gêner l'action de l'armée dans la restauration de la paix, à ce moment-là, évidemment, les mêmes textes légaux prévoient les actions entreprises par l'armée pour ramener... Justement, la justice militaire, vous êtes auditeur militaire, vous êtes de surcroît magistrat. Pendant cette période de 30 jours de l'état de siège, comment est-ce que la justice militaire doit se comporter? Merci madame. Nous voulons d'abord signaler que l'ordonnance proclamant l'état de siège, ainsi que celle portant les mesures d'application, retrace déjà les cadres, bien entendu à la suite de ce qui prévoit la Constitution. Et pour cela, la justice militaire travaille conformément déjà au cadre qui est déjà bien tracé. Nous voulons signaler que par rapport à cela, la justice militaire veille à la population civile qui peut être victime, mais aussi bien qui peut être victime des forces armées, mais aussi bien des groupes armés. Donc, et les groupes armés et les forces armées, ceux qui en sont membres, qui commettent les infractions, passent devant les juridictions militaires. Il y a un plus qui a été souligné parmi le droit inaliénable, non dirigeable. Il y a le droit à l'appel, le droit de défense, le droit de recours notamment. Et on a constaté qu'en cette période d'état de siège, la Constitution souligne qu'en aucun cas, même sous l'état de siège, on ne peut déroger à ces droits. Et justement, la justice respectera et respecte d'ailleurs ces termes. Et durant l'état de siège, nous veillons à cela, que le respect soit garanti. C'est pour ça qu'on nous appelle au cadre de la loi, parce que nous devons rappeler. Et bien entendu, par rapport à ceux qui seront infracteurs, ceux qui vont commettre des infractions, il faut passer devant le juge et répondant des faits, leur reprocher. Justement, c'est une manière de dire, même s'il y a l'état de siège, mais l'armée, la justice militaire veillera à ce que les droits soient respectés. La justice militaire veillera non seulement à ce que le droit national soit respecté, mais même le droit international. Exactement. Donc les textes auxquels nous avons adhéré et pour lesquels la RDC est partie prenante, nous allons effectivement veiller à cela et nous allons rappeler souvent aux juridictions. Durant l'état de siège, cela ne veut pas dire qu'on va supprimer. Mais c'est vrai qu'il y aura quelques restrictions, c'est ce qui prévoit l'état de siège, il y aura quelques restrictions par rapport à certaines libertés publiques et nous veillerons à ce que ces restrictions cadrent avec les textes qui prévoient l'état de siège. Quittons l'armée pour la police nationale congolaise, l'état de siège. Qu'est-ce qui va changer dans la pratique de la police dans les zones telles que l'Ituri et dans le Nord Kivu? Oui, je pense que lorsque la question a été posée au général, on parle des FARDC, il a souligné que la vocation de l'armée dans cette période exceptionnelle, c'était plus de traquer l'ennemi, les assaillants, les incivils, et de les pourchasser jusqu'au dernier retranchement. Et dans l'entretemps, si j'ai bonne mémoire, j'aurais appris que le Force de défense loyale et régulière aurait libéré pratiquement une quinzaine de localités. Alors, lorsque ces localités sont libérées, l'armée ne va pas se stationner dans ces localités libérées. Il va plutôt poursuivre l'ennemi qui a battu en retraite. Alors, les zones libérées
obligatoirement ou directement sont occupés par la police. Et quand la police arrive, surtout que la police est maintenant sous ordre du gouvernement militaire qui est maintenant investi légalement du pouvoir, notamment de maintien de l'ordre public, la police, en dehors, n'est-ce pas, de ses missions ordinaires, la police va commencer à rassurer tout d'abord la population que l'ennemi ne viendra pas réoccuper les positions anciennes pour attaquer l'armée par derrière. Ça, c'est le premier avantage. C'est-à-dire la présence de la police dans des zones. Ça devait rassurer la population. Bien sûr que oui. Les zones libérées par l'armée qui est allée au front pour chasser l'ennemi, derrière, si la police ne marque pas de sa présence, ne cimente pas sa présence, l'ennemi peut contourner les positions des forces régulières et venir réoccuper ces installations-là ou cette juridiction. La présence de la police, premièrement, c'est d'empêcher à l'ennemi de revenir là où il a été chassé. Deuxièmement, c'est de démontrer à la population que désormais, l'on peut compter avec le pouvoir qui est légalement institué, avec l'institution établie. La présence de la police va rassurer les uns les autres qu'on est en train de restaurer l'autorité de l'État et de rendre régulier le fonctionnement des institutions. De 3, c'est garantir la sécurité des personnes et leurs biens. N'est-ce pas? Le 4, rassurer la population. Que contrairement par le passé où ils ont encore en mémoire les différents actes de torture, de traitement cruel, dégradant et inhumain qu'ils avaient subis sous les jougs, n'est-ce pas, des assaillants, que désormais ils peuvent vaquer librement leurs occupations. Voyez-vous, dans tout ça, il y a un effort qui est fait pour que la police soit effective dans ces présences-là, pour rassurer les uns les autres. Et de cette manière, la police, généralement chez nous, lorsque les unités territoriales ainsi que le groupe mobile d'intervention qui sont en province sont en face d'une escalade de violence, le commissaire général de la puissance congolaise instrumente ou met en mouvement une formation nationale spécialisée que nous avons appelée la LENI. La LENI, qui est la réserve générale d'intervention de la puissance congolaise, vient en renfort aux unités territoriales et du mobile d'intervention en province. Et dans son renfort, il vient à la recherche de la sécurité, il vient renforcer la recherche générale, n'est-ce pas, de l'ordre public. Et comment? Par la prévention, à ce qu'il ne permette plus la surveillance de troubles à l'ordre public et des infractions. Et ils auront un nombre suffisant pour faire face justement à cette tâche. Parce qu'il y a déjà des unités qui sont là-bas. Il y a un rapport pour cimenter la présence policière et rassurer la population. Voilà. Ça, c'est dans le domaine, n'est-ce pas, de la police administrative. Ils ont la possibilité de faire des patrouilles pédestres, motorisées, des tournées, des fouilles, des perquisitions, des interpellations administratives. Ça, dans le cadre, n'est-ce pas, du volet de la police administrative. Dans le cadre du volet de la police judiciaire, ils ont la possibilité d'aider les unités territoriales ainsi que le groupe mobile d'intervention à procéder, n'est-ce pas, au constat des infractions, et à rassembler les preuves, et à rechercher ainsi qu'identifier les présumés auteurs, et au besoin les déférer devant l'autorité, la juridiction compétente. Donc voilà, au moins de manière rassurée et résumée, ce que la police fait maintenant
lors de l'état du siège. Rendons-nous à Goma, dans le Nord Kivu précisément, à Goma où le nouveau gouverneur a eu à échanger avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, qui a d'ailleurs salué cette mesure de l'état du siège. Regardez. Ça va bien ? Près d'une heure d'entrevue entre les gouverneurs militaires de la province et du Nord Kivu et la délégation de la MONUSCO conduite par Madame Bintou Keïta, il y a de quoi prendre tout ce temps pour échanger sur les sujets qui touchent la sécurité dans cette partie du territoire national. L'état de siège, la restauration de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État, voilà autant de sujets parmi tant d'autres évoqués entre les deux parties, toutes appelées à travailler en étroite collaboration pour que la paix revienne dans les zones touchées par les atrocités. Alors il a été question de parler du partenariat entre donc le gouverneur et le vice-gouverneur et les collègues qui sont basés ici à Goma et qui sont aussi basés à Beni. Puisque nous avons le chef du bureau de Beni qui est avec nous, nous avons aussi le chef du bureau de Goma qui est avec nous et nous avons aussi le représentant spécial adjoint du secrétaire général qui est basé ici et qui s'occupe de la protection et des opérations. Donc c'était pour nous présenter afin de pouvoir clarifier les rôles et les responsabilités de chacun vis-à-vis de l'accompagnement, en particulier de comment les choses vont se passer durant cette période d'état de siège. Pour la représentante spéciale et du secrétaire général des Nations Unies, cette collaboration reste dans le strict respect des résolutions du Conseil de sécurité. Toujours, vu que de toute façon c'est inscrit, alors je vais le faire avec une image en noir et blanc, dans la résolution du Conseil de sécurité 2556. Et vous accompagnez les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta se réjouit de l'adhésion populaire à l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment dans la province du Nord Kivu. J'ai regardé avec beaucoup d'attention comment est-ce que la déclaration de l'état de siège a été reçue. Il semble qu'il y ait un regain d'espoir et nous espérons que avec tous les efforts qui seront faits, y compris avec la confiance et la contribution de la population, on arrivera à une situation qui sera améliorée par rapport à l'insécurité. C'est aux abords du lac Kivu, dégageant au quotidien sa beauté pittoresque, que ces entrevues ont eu lieu sur la verdure du gouvernorat des provinces. De retour sur ce plateau, Monsieur le Ministre, comment rassurez-vous la population, la communauté internationale en rapport avec les droits de l'homme au cas où il y a d'éventuelles violations des droits humains? D'abord, je dois dire que dans ce qui se passe, l'insécurité est de loin, et c'est même pas comparable avec l'état de siège en termes de violation des libertés. Ici, nous avons fait le choix pour nos populations de perdre une partie de leur liberté pour retrouver la sécurité, plutôt que de les laisser en liberté et être en insécurité. Nous sommes un État souverain, nous avons vu les drames, nous avons vu les catastrophes, nous avons un moyen constitutionnellement prévu, nous avons des hommes et femmes braves au sein de notre armée qui peuvent braver les menaces. Et donc, nous ne pouvions que recourir à cette mesure. Et donc, les populations l'ont réclamé. Les populations de partis concernés. Les élus l'ont dit. D'ailleurs, je voudrais ici saluer l'action de l'Assemblée nationale, du président Bosso, parce que hier, les élus se sont spontanément mobilisés par caucus pour dire le soutien à nos forces armées et dire la solidarité à nos compatriotes qui sont dans cette partie du pays. Pour ce qui concerne la communauté internationale elle-même, elle est épuisée. Parce que ça fait 20 ans que la MONUSCO est ici, et ça fait 20 ans que ça continue, et ça fait 20 ans que nos populations, en tout cas certaines, estiment que remettent en cause la présence même de la MONUSCO ici. Pourquoi? Parce que l'insécurité ne se termine pas. Nous avons un moyen constitutionnel prévu qu'on appelle justement état de siège, qui peut nous permettre de commencer à travailler pour arriver à ces solutions. Alors, les inquiétudes, on parle des violations de droits de l'homme, mais madame, qui mieux que nous-mêmes comme gouvernement? Qui mieux que nous-mêmes comme gouvernement peut protéger les droits des Congolais? Parce que les hommes dont on parle ici, c'est des Congolais. Qui plus que nous peut se préoccuper du devenir
ou du vécu de Congolais. Beaucoup de gens parlent effectivement parce que nous sommes dans un État démocrate où les gens expriment leurs opinions, mais je voudrais le renvoyer dans les ordonnances que le général a brièvement rappelé tout à l'heure, qui fixent les mesures d'application de cet état d'urgence. Le mandat des gouverneurs militaires est bien spécifié, bien limité. Les droits des Congolais sont bien spécifiés. Et la présence sur ces plateaux du colonel Makelele, c'est justement pour dire à ceux qui pensent que ce sera un moment d'impunité, que ce sera un moment où les militaires auront droit à tout. Quoi, oui. Mais c'est eux d'ailleurs qui subiront plus la rigueur de la loi. Je ne dis pas ici, je ne reconnais pas ici le fait que nous avons des difficultés. Vous savez, madame, nous sommes un pays post-conflit, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Nous sommes un pays post-conflit, nous avons beaucoup de défis. L'un des défis majeurs, c'est notamment la formation d'une armée qui soit en mesure pleinement. Nous faisons des efforts. Et aujourd'hui, on ne peut pas vouloir généraliser. Généraliser, dire que l'armée de la République démocratique du Congo est composée des gens qui ne respectent pas le droit de l'homme. C'est très dangereux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une dizaine, une vingtaine, voire même une centaine de personnes sur 150 000 qui violent les droits de l'homme et qui sont punis. Je dois rappeler ici, madame, que qui mieux que le gouvernement américain est un fervent défenseur des droits de l'homme. Mais il y a quelques mois, nous avons repris la coopération militaire. La coopération militaire, nous l'avons repris. Pourquoi ? Parce que justement, il y a eu une volonté politique claire de punir et de sanctionner sévèrement ceux qui, dans l'armée, se complaisent dans les affaires, se complaisent dans les violations des droits de l'homme et autres dérapages. Et donc, ici, il faut que ceux qui, de nos amis, nos partenaires internationaux, ont des inquiétudes sur cette question, ils doivent être rassurés. Parce que la présence du colonel, il le dira lui-même, et la volonté politique, et ce qui est coulé dans l'ordonnance présidentielle qui spécifie le mandat dévolu aux militaires en cette période est bien clair. Donc il n'y a pas des inquiétudes à avoir. Mais nous sommes sur des terrains opérationnels. Il peut y avoir des actes, des dérapages. Mais c'est pour ça que justement il y a des cours qui sont prévus pour que même en état de siège, ceux qui essayent de sortir du cadre de la loi soient vite rattrapés. On peut dire que le gouvernement a tout mis en place, la machine est vraiment en marche. Ça veut dire qu'ici, du côté du gouvernement, en tout cas, dans la mesure de nos moyens, nous avons tout fait. Et les restes, c'est des choses qui peuvent, vous savez, les militaires vont dans un terrain d'opération. Les réalités opérationnelles ne peuvent pas toujours être ce que nous pensons que ça sera. Mais même dans ces cas, nous avons prévu des mécanismes pour que ceux qui vont essayer de piller, on les documente. Et donc tous nos amis qui ont des inquiétudes, des appréhensions, nous sommes ouverts. Et vous voyez que nous sommes dans un exercice de transparence et de redevabilité. Tous ceux qui auront des cas documentés où ils estiment qu'il y a eu des rapaces dans les chefs de nos militaires, ils peuvent nous informer et la justice militaire qui est bien en place va trouver les moyens de les sanctionner. Et donc ici, il faut que tout le monde, tous ceux qui aiment la RDC en ce moment, doivent être de notre côté. Et je suis tellement content de voir que la population se mobilise spontanément pour soutenir nos forces armées. Et j'espère que nos amis, nos partenaires vont, d'une manière ou d'une autre, nous soutenir pour que nous puissions sortir de cette situation parce que leurs inquiétudes sur les questions de droits de l'homme ont été prises en charge. En général, vos hommes sont pointés du doigt, que ce sont les auteurs de violations, d'éventuelles violations des droits humains. Quelle est votre réaction ? D'abord, il faut commencer par dire que depuis plus d'une vingtaine d'années, l'armée a été pointée du doigt comme étant le réservoir des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme. Aujourd'hui, en se regardant en face, les mêmes gens qui avaient l'attitude très critique à notre endroit sont les premiers à souligner, que nous avons fait des progrès énormes. La première chose, au niveau des blocs programmes dans les centres d'instruction et d'entraînement, il existe dans ce bloc programme le cours d'initiation au droit pour apprendre aux militaires à respecter les droits de l'homme, la personne humaine, la vie humaine, dans les académies militaires dans notre pays, mais également dans les institutions de formation supérieure. Ce bloc programme reprend exactement ce que je dis. Maintenant, dans la gestion des hommes au quotidien,
la justice militaire est là, c'est le cas type. Et nous avons, avec les partenaires étrangers, mis en place un plan d'action consistant en la lutte sans merci contre l'impunité en termes de violence faite aux groupes vulnérables, violence faite aux personnes humaines, violence faite aux enfants, notamment l'utilisation et la présence d'enfants dans le rang de forces armées. Aujourd'hui, nous avons été délistés de ces documents. Tout cela découle des efforts fournis par notre gouvernement depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ce plan d'action qui nous a aidés à sortir de cet état de choses est considéré évidemment par d'autres pays dans le monde entier comme un document de référence. Donc le Congo, l'armée congolaise est pionnière dans la lutte contre les antivaleurs dans le domaine de ressources et de gestion des personnes humaines, de la vie de la personne humaine. Et de 3, pourquoi a-t-on autorisé qu'il y ait la cour opérationnelle militaire qui accompagne les unités pendant qu'elles sont en train de se battre sur le terrain? C'est justement pour éviter que n'arrivent des choses qui ne peuvent pas être tolérées dans la conduite des opérations. Parce que les hommes ont pour mission de protéger la population, c'est bien. Souvenez-vous, madame, et les gens doivent le savoir, avant d'entrer en fonction, chaque militaire prête serment. Jamais trahir le Congo et accomplir sa mission jusqu'au sacrifice suprême. Tout à fait. Et cela suppose, dans le respect strict des lois de la République, des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de ces fameuses règles d'engagement qui sont notre code de conduite dans la manière de gérer les hommes face au combat dans la discipline. Madame, les gens qui parlent des droits de l'homme, qui expriment des craintes, mais nos populations, elles savent que nous, militaires, nous sommes les derniers ouvriers de notre peuple. C'est notre peuple qui nous paye. À ce titre-là, nous lui devons tout. Et donc, le protéger, c'est notre mission sacrée. Elle est constitutionnelle, elle est sacrée. Et à ce titre, on ne peut pas aller au-delà de ce qui nous est recommandé. Par la Constitution de la République, par le règlement des disciplines, mais également par la présence significative de la justice qui rappelle chaque homme ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et en dernier lieu, quand nous sommes sur le théâtre, les hommes et les femmes sont conduits par une seule motivation, voir notre peuple bien se porter. Et notre peuple, pour qu'il se porte bien, devra être derrière nous. C'est de solidariser l'ennemi dans le cas et le dénoncer auprès de nous pour qu'on fasse le travail dans le délai, plus rapidement et de belle manière. On en finisse une bonne fois. Voilà. Je vais donner un exemple. Nous avons été dans des opérations contre les Enyele dans le sud du Bangui. Mais la population a été avec nous. Ils sont à tel endroit. Au bout de quelques jours, c'était une affaire réglée. Nous avons mené des opérations contre la LRA à Dungu. Mais même la population nous a aidés facilement. Nous avons eu le même problème avec le M23. La population, 3 jours, madame, nous avions nettoyé. Et donc, dans le respect des droits de l'homme, y compris à ce moment-là, ceux qui font les baromètres n'avaient pas trouvé même des dégâts collatéraux, il n'y en avait pas. Alors aujourd'hui, notre peuple doit être rassuré que nous venons à son service, nous venons à son secours, parce que trop c'est trop, nous voulons cette fois-ci que nous on meure à sa place, que notre peuple reste entier et vive tranquillement. Nous parlons de la violation des droits de l'homme, nous parlons de droits de l'homme. Vous êtes militaire, auditeur militaire et magistrat de surcroît, justement, nous l'avions dit. Comment est-ce que vous rassurez la population? Comment est-ce que vous allez vous y prendre, justement, pour qu'il n'y ait pas débordement des violations des droits humains sur le terrain? Par rapport à l'outil, donc par rapport à l'arsenal juridique, nous croyons qu'il n'y a pas ces plaintes cartassées parce que la RDC a tous les moyens
la législation congolaise a tout prévu. Et je crois que la justice militaire a eu même à faire un peu plus durant cette période d'état des sièges, parce que nous avons voulu rapprocher les justiciables de la justice. Actuellement, nous avons ce que nous appelons les cours militaires. Et pour prendre la situation de Beni, en fait, la situation de Nord Kivu et Ituri, il y a des cours militaires. On a voulu rapprocher, et même pour Ituri, on a installé une cour militaire sur le lieu. Avant, il dépendait de Kisangani, et maintenant on a essayé de rapprocher. Donc pour cela, nous estimons que déjà il y a un pas qui a été accompli. Nous avons donc par rapport à l'accès à la justice. Nous avons en outre, il y a un élément que nous devons ajouter, ce n'est pas une cour militaire opérationnelle. Parce qu'au niveau de cour militaire opérationnelle, il n'y a pas de droit de recours. Et la législation actuelle, la Constitution, ainsi que les ordonnances proclamant l'état de siège, ont rappelé que le droit de recours doit être garanti même pendant l'état de siège. Et c'est ce qui a été fait en créant les cours militaires. Nous avons estimé qu'il faut ce double degré de juridiction qui a été garanti. Donc pour cela, il n'y a pas de problème, c'est garanti. Il y a un autre élément que nous voulons souligner également. Pendant l'état de siège, il y a l'article 6 sur les mesures d'application qui précise que les juridictions militaires, en matière répressive, les juridictions militaires reprennent les compétences en matière répressive des juridictions de droit commun. Et là, nous voulons signaler que l'OPJ a un pouvoir d'appréciation limité. Dès qu'il est saisi d'un cas bien entendu d'infraction, il ne peut diriger que vers l'auditeur militaire, soit des garnisons, soit un auditeur militaire supérieur, qui va examiner les cas et saisir, si les faits sont avérés, saisir les juridictions compétentes. En dehors de l'état de siège, bien entendu, les OPJ peuvent saisir selon les compétences des juridictions, mais dans les zones où l'état de siège est proclamé, ils ont une compétence limitée. Par là, nous croyons que la matière est abondante, mais nous avons les capacités de bien gérer toutes les questions de droit qui peuvent se poser. Donc la population n'a pas à s'inquiéter. La population ne peut nullement s'inquiéter. Ni la communauté internationale. Bien entendu, parce que déjà, il y a déjà les droits qui ne seront pas dérogés. Nous estimons qu'avec ces garanties, le magistrat ne peut que veiller. Et c'est le rôle de l'auditeur militaire de veiller à ce qu'on respecte le droit. Donc, et l'auditeur militaire et bien entendu la Cour qui va se prononcer, une fois saisie, nous pensons que le droit sera respecté et les droits de l'homme seront garantis. Connais-moi un peu la police nationale congolaise. Les policiers aussi sont pointés du doigt en rapport avec d'éventuels cas de violation de droits humains. Quel est votre avis? Bon, nous, de par la nature, nous sommes justiciables, vous êtes des tribunaux militaires. Hein? Et donc ça, c'est sur pied de l'article 156, la loi fondamentale. Et je vous rassurer d'une certaine garantie que nous devons pratiquement ici mettre à la place publique. Lorsque vous prenez la loi fondamentale, son article 61, il est mentionné ce que si, je vais vous donner lecture. L'article 61 de la loi fondamentale tel que modifié à ces jours, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Je vous les cite. Le droit à la vie, 2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. N'est-ce pas? Nous avons déjà commencé à rencontrer, n'est-ce pas, votre préoccupation. On vous dit l'interdiction de la torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude. Le principe de l'égalité des infractions et des peines. Vous n'allez pas inventer des infractions ou des peines qui n'ont pas été légiférées par les sénateurs. Et les droits de la défense et les droits de recours. Je pense que tous ces droits-là auxquels on ne peut pas déroger font en grande partie la sémantique des droits humains. Et donc c'est déjà protégé par la loi fondamentale.
Je pense que c'est la loi fondamentale qui cimente les intérêts des uns des autres. Et cela pourra peut-être apaiser, tant soit peu, ceux qui ont pensé que l'état de siège pouvait déroger à certains droits fondamentaux. Exactement. La mobilisation, parlons maintenant de la mobilisation générale lancée par le président de la République. Eh bien, les députés nationaux de 26 provinces ont fait un message. Ils ont salué cette décision du président de la République, mais aussi ils ont appelé les compatriotes de cette partie du pays concernée à plus de mobilisation et aider les forces armées sur le lieu. Regardez. Kamata neno kwa jina ya wadepite wote wa jimbo letu la Nord Kivu kusudi niweze kuleta mawazo yao kufatana na etat de siege. Ninataka kuambia ya kwamba nyinyi population yote ya Nord Kivu na ya Ituri tunawalomba muweze kusutenir hii initiative ya chef de l'etat. Sababu mnajua ya kwamba hakuna arme hata moja ambayo inaweza vita kama population haisutenir. Hivi tunawalomba msutenir chef de l'etat kwa hii decision yake, msutenir ba gouverneur yetu bapya ambao wametupatia, msutenir arme yetu ku terrain, mupartage nabo ma information kusudi tuweze kujua kwenye adui anajificha, adui aweze kupigwa na aweze kushindiwa kusudi amani iweze kurudia kwetu. Lakini tunatafuta kuwarasire, kuambia ya kwamba tunatumika deja na wa autorite kusudi tuweze kuangalia namna gani tunaweza kuakompanye hii action kusudi ma violation des droits de l'homme zisiweze kufata ma operation zenye basoda yetu bataweza kufanya sur terrain. Nazwaki maloba au nom de tous les députés nationaux ya Sankuru pour na sensibiliser population mobimba ya Congo. Même j'ai fait référence na message ya président Yemoko à Lobaki, message de sensibilisation lorsqu'il a sorti son ordonnance pour dire non na ba chef religieux corporation nyon surtout pour soutenir action y a autoposé. Et lorsque le chef de l'État a posé action wana, a lobé le wana, biso ba koliti na ye, biso ba lieutenant na ye, il faut to relier ango na ba province, na ba territoire, na ba mboka, na ba secteur, na biso. Population à Sankuru bo soutenir ba action nyonso, chef de l'État ou tout kozwa. Parce que belé, plus de autant d'années, totika comme on a chef de l'État moko azwa décision ya ko décréter état d'urgence. Objectif est de décréter état d'urgence, c'est de mettre fin à la guerre aux Est. Alors, cette initiative qui sort, et pas Mokonzamboka, nous devons que soutenir, surtout la population à Sankuru. Sankuru doit soutenir. Et justement, pour réussir à cet état de siège, justement, la mobilisation doit être générale. Monsieur le ministre, quel est votre message? Le président de la République l'a dit lui-même dans sa adresse qui a précédé justement cet état de siège. Il faut que toute le couche sociale se mobilise. Il faut que les hommes politiques oublient un peu nos partis. Il faut qu'on fasse gagner le Congo. Il faut que les médias... Et d'ailleurs, ici, c'est l'occasion de saluer l'action patriotique de médias qui, de manière spontanée, ont appuyé cette initiative. Ils me l'ont dit et ils le font. Je crois que dans les jours qui viennent, cette émission, c'est la première d'une série. Dans les jours qui viennent, nous prenons des initiatives parce que les Congolais doivent parler. Les Congolais, il est chailleur, il est étudiant, il est... Partout où il se trouve, les Congolais doivent s'exprimer parce qu'ils ont besoin de paix. Vous savez, madame, le Congo est un corps. Si au-delà de toutes ces convoitises, de toutes ces guerres, notre pays est resté uni, c'est parce que nous tenons à chaque partie de notre corps. C'est pour ça que je vais demander solennellement à tous ceux qui nous suivent de soutenir la campagne que nous lançons Bendele Koyate. Vous avez vu derrière les supports et depuis quelques jours sur le plateau de la RTNC, parce que nous estimons que le drapeau, c'est tout ce qui nous unit. Femmes, hommes, militaires, policiers, médecins, soutenons-nous pour être sûrs que nous préservons ce que nous avons de plus précieux.
c'est notre pays. Et je crois que le message de mobilisation passera par vous, par nos amis à la réalisation, passera par les officiers qui sont là, et que tout le monde se mobilise pour que finalement on mette fin à cette situation et qu'on pense au développement de notre pays. Le porte-parole de l'armée est là. Vous avez vos hommes sur le terrain. Pour la réussite, il faudrait la participation justement de la population. La caméra de la RTNC est là, on vous offre un espace. Quel message vous donnez? D'abord, il faudrait dire une chose, nous l'avons souligné dès le départ, aucune armée ne peut gagner si elle n'a pas l'adhésion ou le soutien de son armée et de la population. Je m'adresse aux combattants, mais ils sont toujours combattants, ils font leur travail depuis des années, et ils le font tellement bien que nous en sommes fiers. Il n'y a pas 2 jours, et même à l'entrée, à début de l'émission, le ministre, nous-mêmes, nous avons salué ici la conquête, ou disons la neutralisation des 10 éléments terroristes ADF par nos forces armées. Nous allons continuer de la même manière. Ici, dans la conquête des objectifs militaires pour amener la paix, pour aboutir à la restauration de l'autorité de l'État, il y a la population congolaise. C'est celle-là qui est en Ituri, celle-là qui est au Nord Kivu, celle qui est ici à Kinshasa, sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a que la cause Congo pour laquelle nous devons mourir. La seule cause qui vaille la peine, c'est la cause Congo. Et pour que nous mourions tous, pour que le Congo soit uni et reste ce qu'il est aujourd'hui, nous devons tous soutenir notre armée. Population du Nord Kivu, de toutes les provinces du pays, soutenez l'armée, en Ituri spécialement et au Nord Kivu. Aidez l'armée à savoir où se trouve l'ennemi. Désolidarisez-vous de lui et indiquez là où il se cache aux forces armées. Elles ont les compétences et l'outil nécessaire pour aboutir à la conclusion, à l'effet final recherché, qui est la paix. La paix que nous recherchons tous les jours. Le moment est venu, avec la décision prise par le chef de l'État commandant suprême, d'instaurer ou de décréter l'état de siège. C'est aujourd'hui le moment d'être tous debout derrière l'armée afin que cette fois-ci, la dernière alors, qu'on en finisse une fois pour toutes. Un message, monsieur le dictateur militaire, la population doit vous accompagner, la mobilisation doit être généralisée. Un avis? Effectivement, la mobilisation est attendue, ne peut être que généralisée. Et la population doit nous faire confiance à la justice militaire, parce qu'il y a un élément qui caractérise, c'est la célérité, qui caractérise la justice militaire. Et nous pensons que le choix du législateur et même de l'autorité politique du chef de l'État, pour que les compétences d'attribution des juridictions de droit commun en matière, particulièrement en matière répressive, soient dévolues aux juridictions de droit militaire, nous pensons que la justice militaire est à même de rendre un bon service. Bien entendu, il y a un élément contextuel qu'il faut éviter, c'est les temps. Les temps, c'est l'état de guerre. Et là, la loi est claire, les peines en la matière sont sévères, et ceux qui seront reconnus comme ayant commis les infractions seront sévèrement punis. Mon colonel, oui. Un avis de la police nationale, un message à la population, comment est-ce qu'elles doivent procéder? Nous avons un socle qui actuellement se base dans le fonctionnement de la police nationale congolaise. Nous avions pensé à la police de proximité qui a souci dans la gestion sécuritaire de la population, dans le conseil local de sécurité, le conseil local dans le groupement, dans le forum de quartier, où la population partage avec nous les soucis sécuritaires. Il les liste et nous trouvons ensemble des solutions. Moi, je pense que cette approche-là permet à la population de dénoncer à la police tous ceux qui ne sont pas dans
pleurant avec nous pour trouver la paix durable. C'est parce que si la population ne nous renseigne pas sur les différents infiltrés qui seraient restés lorsque l'armée a essayé d'évacuer les infiltrés, ils vont faire un effort pour que les infiltrés reviennent. Mais si la population, en accord avec la police, essaie de dénoncer ceux qui ne veulent pas le retour de la paix durable, dans le conseil local de sécurité, dans les forums de quartier, nous serons appelés, n'est-ce pas, à bien travailler parce que déjà, ce socle existe. Donc pour nous, nous n'avons pas assez de problème parce qu'il y a déjà un fondement qui est dans le partage de la gestion sécurité avec la population et que les informations que la population détient, il finira par nous les amener et nous allons diriger à qui les droits. La population a également un rôle à jouer, oui, monsieur. Non, je voulais, parce qu'il parle de la police, je voudrais témoigner un grand soutien à la police qui a été éprouvé ce matin parce que beaucoup des policiers ont été blessés. Le Premier ministre Sama Lukonde, d'où il est, à Lubumbashi, a instruit notre collègue, la vice-premier ministre Eve Bazaïba, de tenir une réunion de sécurité pour qu'on passe en revue les incidents qu'il y a eu ces jours au stade de Martyrs. Nous avons été visiter les policiers blessés à l'hôpital HG Hospital. Nous avons été choqués, Madame Sandra, de voir comment les populations civiles peuvent lapider, utiliser des machettes, des armes blanches, contre ceux qui, matin et soir, sortent pour les protéger. C'est un comportement répréhensible et le gouvernement agira sévèrement parce que dans les prochains jours, ils seront jugés en flagrance. On en a appréhendé 34. Il faut apprendre à respecter les serments de ceux qui sont à notre droite. Parce que si eux n'étaient pas là, nous ne serions sûrement pas ici en train de faire. Je tenais à faire ces commentaires pour que ceux qui nous suivent sachent que notre sécurité dépend de ces hommes et nous devons leur assurer un minimum de respect à toute occasion. Voilà, mesdames et messieurs, le message du ministre est bel et bien arrivé aux oreilles des concernés. Mesdames et messieurs, l'état de siège, la mobilisation générale, mais également la justice militaire, nous en avons parlé au cours de ce plateau spécial qui se termine. Et pour cela, nous recevions le porte-parole du gouvernement, le porte-parole de l'armée, le porte-parole de la police nationale, l'auditeur militaire supérieur de l'Ituri, à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation, Excellence. Merci beaucoup, Madame. Il nous reste plus qu'à vous dire merci et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.